Bien, bonjour à tous. On va pas faire attendre tous ceux qui sont là à l'heure. Donc, on a 3/4 d'heure pour évoquer la manière dont les transports répondent aujourd'hui et vont répondre demain à nos enjeux climatiques. Autour de moi, plusieurs personnes. Si on peut l'afficher à l'écran, ce serait pas mal. Voilà. Stéphane Lévesque, qui est le directeur de l'URF. Pascal Tébibel, directeur de la prospective et des relations institutionnelles du groupe Colas. Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes et puis plein d'émissions à la fois télévisuelles et audio. Jean-Luc Gauthier, qui est directeur technique de Colas au sein du Centre scientifique et technique. Et Pascal Duhaut, qui est directeur du projet Wattway, dont vous avez peut-être entendu parler depuis hier matin. Alors, ce que je voudrais au cours de cette petite table ronde, c'est repositionner un peu la mobilité par la route dans le monde des transports. Donc, regardez comment elle se situe en termes de volume, d'importance, et puis bien sûr en termes d'émissions aussi, par exemple, des gaz à effet de serre. Voir si les choses ont évolué au cours des dernières années, si elles vont encore évoluer demain. Et puis on se projettera un peu dans le futur pour regarder comment tout cela va se traduire demain en termes d'évolution de la mobilité et puis savoir si on peut la gérer. On oublie souvent l'usager, donc là on se retournera vers Pierre pour avoir cette vision. Pierre qui vient de sortir un livre sur la pollution pour les vers, donc je pense qu'il aura aussi quelques éclairages importants à nous apporter. Et puis pour finir, Colas a annoncé hier une grande innovation, Wattway, une route qui produit de l'énergie à partir du soleil. Est-ce une réponse à la mobilité propre, à l'énergie, je dirais à la transition énergétique? C'est ce qu'on va voir. Est-ce opérationnel ou pas? Ils vont nous le dire. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Stéphane Lévesque, l'URF publie un beau livre qui s'appelle Faits et chiffres, que je vous recommande à tous, qui permet d'avoir vraiment des données dans le monde du transport. Et à partir de ces éléments, est-ce qu'on a quelques indicateurs sur le positionnement de la route, tant en termes d'émissions qu'en termes de volume passager, bien sûr, mais aussi fret? Oui, merci Pierre, bonjour à tous. Tout d'abord, là vous avez affiché quelques chiffres concernant le poids économique de la route. Alors là, ici, il s'agit de la route, c'est-à-dire le monde des infrastructures, c'est-à-dire la construction, l'équipement, l'entretien, les véhicules, également construction, entretien, réparation, et tous les services liés à la route. Je pense notamment aux services de transport, marchandises, voyageurs, la distribution de carburant et également l'assurance, par exemple. Donc, ces quelques chiffres rappellent, c'est la route dans ce cas de périmètre, c'est 10% de l'emploi en France. Également, la route rapporte de l'argent. Alors après, c'est trop, c'est pas assez. On peut près de 38 milliards d'euros par an. La fiscalité automobile et routière rapporte. Et je également mentionne, ça ne figure pas ce chiffre, près de 18 milliards d'euros consacrés par les administrations centrales ou locales à la route, investissement. Donc la route est créditrice nette de près de 8 milliards d'euros, 20 milliards d'euros par an. Ensuite, quelques chiffres concernant, comme il a été demandé, le poids de la route dans le transport. Le transport de marchandises et le transport de voyageurs. Pour les transports de voyageurs, 88% qui se décomposent, et je pense que c'est intéressant de le rappeler, 83% pour les voitures particulières et 5,4% pour les autobus et les autocars. Donc ça démontre aussi, on peut le rappeler, que le transport collectif, c'est certes des trains, des trams, mais c'est également des autocars et des autobus. Et ce chiffre, évidemment, date de 2014 et ne tient pas compte de l'ouverture du marché des autocars liés à la loi Macron. On est à quel niveau déjà aujourd'hui entre le transport qui est fait par le fer, par exemple, et le transport qui est fait collectif, toujours par la route? Alors, le transport collectif, c'est 5,4 et le transport ferroviaire, 10,2. Donc, en fait, si on regarde le transport collectif terrestre, c'est-à-dire le ferroviaire et la route, c'est déjà un tiers. Un tiers et deux tiers de fer, donc la moitié des transports collectifs terrestres. Et donc, avec une évolution, avec l'ouverture dans la loi Macron aux lignes autocars. Concernant le transport de marchandises, on oublie un petit peu, la route représente près de 88% et le transport ferroviaire en 2014, c'était un peu plus de 10%.
c'est assez stable, sauf que le report modal en transport de marchandises s'est opéré non pas en direction du ferroviaire au cours des 10 dernières années. La route a gagné 2%, donc ça c'est factuel. Alors ça ne se confirme pas en Europe, puisqu'en Europe, notamment en Allemagne, où il y a eu des réformes ferroviaires qui ont fait que le ferroviaire en transport de marchandises s'est développé plus rapidement. Concernant la qualité de l'air et l'environnement, quelques données également. Là, on retiendra uniquement 4 variables. Déjà de rappeler que les transports, et notamment le transport routier, c'est 27% de la consommation finale d'énergie. C'est assez stable depuis 10 ans. Ensuite, concernant les gaz à effet de serre, donc pas uniquement le CO2, mais principalement le CO2, quelques chiffres. Le secteur des transports est le principal secteur émetteur de CO2, enfin de gaz à effet de serre en France. Ensuite, c'est le résidentiel, l'habitat, donc pour près de 18%. L'industrie manufacturière, 17%. Et l'industrie liée à l'énergie, c'est 11% en France. Alors évidemment, comparativement à d'autres pays d'Europe, le poids de l'énergie est un peu plus faible, mais ça, c'est lié aux choix qui ont été faits et le parc électronucléaire français. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur ce chiffre de 28%, la route, c'est 90%, bien évidemment. Et néanmoins, donc, la route est souvent critiquée de ce point de vue-là, mais depuis 2005, il y a une évolution qui est de l'ordre de moins 6% de ces émissions. Parallèlement, je le mentionne, le transport aérien augmente de 2%. Bon, c'est lié. Et ça, c'est donc moins 6%, mais avec une évolution du transport par la route de l'ordre de 10% depuis 2005. D'accord, donc un gain économique est plutôt absolument, sur 16. Donc en fait, on voit des gains en termes d'efficacité énergétique, c'est-à-dire par passager, la quantité d'énergie par passager transporté ou tonne ou mètre cube de marchandises transportées s'améliore. Et là, il y a des études attestées du ministère de l'écologie et du développement durable. Concernant les NOx, donc les oxydes d'azote, donc 55%, divisé par 2,2 depuis en 20 ans. Les NOx dans le secteur des transports, c'est 58%, et la route, c'est 90% de ces 58%. Là aussi, il y a la tendance est extrêmement vertueuse, puisque 55% de baisse depuis 90, puisque c'est la date de référence de Kyoto. Et le dernier point concerne les émissions de particules, qui est également un dossier sensible. Là, elle aussi, divisée par 2,4 en 20 ans. Le transport, c'est 19%. Et globalement, les émissions liées au transport, depuis 90, en baisse de 60%. Donc en fait, on voit un trend assez vertueux qui va se retrouver amplifié également par l'amélioration de la technologie, alors pas uniquement, mais également sur l'organisation des transports, les flux, la logistique optimisée dans le domaine des transports de marchandises, par exemple. Alors ces données-là ne sont pas des données prises à la sortie du pot d'achoppement, mais c'est bien de l'analyse de qualité de l'air, donc c'est du réel, quoi. Absolument, c'est du réel, c'est les émissions globales. La source, elle ne citait pas, donc un organisme qui fait référence en France concernant les émissions. Voilà, donc on voit une baisse quand même assez forte, tout en ayant une augmentation du trafic. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce qu'on est dans un cercle plutôt vertueux, ou est-ce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter? Comme je le mentionnais à l'instant, le cercle vertueux, déjà la tendance, et d'autre part les progrès liés aux véhicules eux-mêmes, et également l'organisation des flux logistiques, que ce soit pour les marchandises, flux logistiques, mais également, et ça c'est tout l'enjeu aussi, un peu ce qui est mis en avant par exemple dans la loi Macron, je l'illustre, qui est le rôle des infrastructures et notamment des pôles d'échange et la problématique des gares routières. Aujourd'hui, on voit que c'est le maillon manquant pour connecter les services d'autocar au parking pour la mobilité individuelle, mais également au réseau TER, TGV, ferroviaire et tram. Ok, merci Stéphane. Pascal Thébibel, vous animez un think tank, le Cercle de la Mobilité. Alors on parle beaucoup e-learning, le télétravail, etc. Et est-ce que demain, on va encore se déplacer? Ou est-ce que l'évolution technologique va nous amener plutôt à être casanier et donc avoir
dans le domaine du transport, une efficacité liée à la baisse du déplacement. Merci Pierre, bonjour à tous. Je crois que si on se place sur le temps long et au niveau mondial, la mobilité est face à des enjeux immenses. En fait, la mobilité va continuer à augmenter. Et notamment au sein du cercle de la mobilité, on réfléchit beaucoup effectivement aux tendances et les experts s'accordent, notamment ceux de l'OCDE, sur le fait que la mobilité va continuer à augmenter aussi bien pour la mobilité des personnes et des biens, d'un facteur, alors je crois que je l'ai là, on ne voit peut-être pas assez bien, mais que ce soit pour le transport des marchandises ou le transport des personnes, à un horizon 2050, la mobilité va augmenter d'un facteur 3, voire 4. Donc, quand on mesure, quand on sait la contribution de la mobilité au gaz à effet de serre, on mesure le levier qu'on peut avoir en efficacité énergétique si on agit sur la mobilité. Alors, pourquoi cette mobilité augmente? Il y a plusieurs facteurs qui sont concomitants, notamment la globalisation des échanges qui va continuer à s'intensifier. Et il y a aussi un facteur important qui est la démographie. Je crois qu'on voit un peu la courbe. On voit l'évolution de la population mondiale à un horizon 2050. On sera à plus de 9 milliards en 2050. Bon, il y a déjà ça, mais il y a aussi un fait important sur la caractérisation de la population. En 2008, il y a eu un point d'inflexion. À partir de 2008, plus d'un habitant sur deux sur la planète habite en ville. Donc, on devient urbain. Et cette tendance va encore s'accentuer d'ici 2050 pour atteindre 70% en 2050. C'est-à-dire que 70% de la population vivra en milieu urbain. En milieu urbain, ça veut dire quoi? C'est une concentration de la population, c'est une intensification du milieu économique, développement économique, intensification des échanges, car on sait que la mobilité est au cœur de tous les enjeux. C'est l'accès à l'emploi, à la santé, à l'éducation, au bien-être. Donc tout ça, ça va s'intensifier d'une manière assez drastique. Alors, tout ça pour dire, si on ne fait rien, vous voyez, augmentation de la mobilité, augmentation des effets de serre, on va dans le mur. Donc la seule façon d'avoir à l'avenir des transports soutenables, c'est effectivement de parier sur l'innovation, sur les améliorations technologiques qu'on peut avoir aussi bien du point de vue des véhicules que sur l'amélioration des flux de transport. Donc il n'y a pas d'autre alternative que de le faire. Bon, donc le véhicule va évoluer, la mobilité va évoluer, les technologies vont évoluer. Vous revenez de mémoire du congrès mondial sur les ITS. Est-ce que vous avez ramené de cela un espoir, des espoirs pour que justement cette mobilité qui semble inéluctable puisse se faire d'une manière, je dirais, la plus douce et la plus agréable possible? Absolument, et je voudrais revenir sur et la route dans tout ça, puisqu'effectivement, la route, comme l'a dit Stéphane Levesque, la route va rester le mode dominant de mobilité à l'avenir, et va continuer à l'être, puisque ça restera le pilier de l'intermodalité. Et la route, en fait, la route, on a à tort, on l'associe souvent au transport individuel. Il faut aussi, la route, c'est aussi le transport collectif. Ça, c'est important. Dès qu'on met deux personnes dans un véhicule, on augmente l'efficacité énergétique de manière drastique. Alors, comment on peut justement améliorer cette mutualisation? Et justement, le congrès des ITS, des systèmes de transport intelligents, va contribuer à le faire. L'arrivée du numérique va complètement bouleverser la chaîne de mobilité, que ce soit en France ou ailleurs, puisqu'elle remet en cause tous les acteurs et la mode de mobilité qu'on a actuellement, va optimiser les flux, les trafics. Et quand même quelque chose qui est fondamental, c'est l'arrivée du smartphone et de l'Internet à haut débit a complètement modifié les usages. Et les modes de mobilité vont être conditionnés par les usages. On va passer d'une maîtrise d'ouvrage à une maîtrise d'usage dans la mobilité. Le smartphone, j'aime bien le dire, c'est un peu le couteau suisse des mobilités. Dès qu'on se lève, je crois qu'il y a des statistiques qui le montrent qu'on le consulte 150 fois par jour et qu'on le consulte un quart d'heure après s'être réveillé. Donc c'est vraiment ça qui va changer beaucoup de choses dans le domaine des transports, que ce soit encore une fois dans le transport des personnes, dans le transport des marchandises avec la logistique urbaine, l'optimisation des tournées, des flux de la logistique urbaine. Et là, il y a des choses qui se font. On le voit déjà, des choses arriver. On l'a vu avec Blablacar, le covoiturage. On le voit également maintenant avec les VTC. Mais demain, il y a encore une révolution qui va arriver encore plus majeure, c'est l'arrivée des véhicules autonomes que j'ai pu tester au congrès des ITS. Et là, il y a quelque chose qui va arriver qui va complètement bouleverser les acteurs. Parce que là, quand on parlera même plus de transport public à l'avenir. On va parler de transport en commun, du vrai commun. Ça va être, avec l'arrivée du digital, ça va être la mise en commun de toutes les possibilités de déplacement. C'est ça la vraie révolution. Donc on va voir des véhicules autonomes qu'on va pouvoir partager.
Et demain, il va peut-être y avoir des bus partagés. Et là, ça va complètement bouleverser les transports publics. Et là, il y aura un levier d'efficacité énergétique énorme à venir. Il y a une étude de mémoire qui a été faite par l'OCDE sur justement le gain que l'on aurait sur la route avec les véhicules autonomes. Absolument. Alors, je reviens sur cette fameuse étude qu'on appelle l'étude de Lisbonne. Imaginons qu'on enlève tous les véhicules et qu'on les remplace par des véhicules autonomes. Eh bien, on obtiendrait le même niveau de service de mobilité en n'utilisant qu'une voiture sur 10. Et ça, évidemment, c'est une vue théorique pour l'instant, mais c'est une vue qui veut dire que si on remplace, l'arrivée des véhicules autonomes va complètement changer la physionomie des villes. Parce que si on n'a plus qu'une voiture sur 10, déjà, on améliore la fluidité du trafic, on n'aura peut-être plus besoin de parking en voirie, même plus de parking hors voirie. Ça va libérer du foncier, et je crois que les estimations disent que pour la ville de Lisbonne, on libérerait l'équivalent de l'espace de 250 terrains de foot, donc du foncier libéré, donc des choses à faire sur du foncier libre. Donc c'est une vraie révolution à venir. Et là, le politique doit se poser des questions, les aménageurs doivent se poser des questions. Et là, on est dans la gouvernance. Et la gouvernance doit aussi s'adapter aux usages. L'usage va dépasser. Finalement, les usagers vont être en avance sur le politique. Et là, la gouvernance doit s'adapter. Je prends l'exemple de Paris. Vous voyez bien que Paris, les mobilités sont en silo, que ce soit la mairie de Paris, le STIF, l'Autolib, etc. Tout ça ne sont pas encore interconnectés. À l'avenir, la gouvernance politique devra s'adapter aux nouveaux usages. Bon, ben voilà, plein de bons espoirs. Alors, Pierre Chasseret, on parle des usagers. Vous les connaissez bien. Vous en avez beaucoup dans votre association. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Est-ce qu'ils culpabilisent aujourd'hui? Est-ce qu'ils se sentent un peu piégés? Ils sont en tout cas acteurs. Je crois qu'il y a deux images. Vous avez l'image média, ce qu'on renvoie de l'opinion. Et on montre quoi? On a l'impression qu'on voit des usagers qui sont... Regardez la récente affaire qu'on a eue sur un constructeur automobile. On nous a présenté ça comme l'affaire du siècle. Vous savez combien on a eu d'appels à l'association de Français qui se posaient des questions sur leurs véhicules de la même marque? 1. Ça va faire 3 semaines qu'on ne parle que de ça en médias. On a eu un appel. Ça n'intéresse que très peu. Par contre, il y a en effet, si vous voulez, un automobiliste, il fait quoi? On lui donne une enveloppe budgétaire et il va choisir le véhicule qui correspond à son enveloppe budgétaire, ni plus ni moins. Si on lui donne un véhicule le plus vertueux possible, il est content. Si on le culpabilise parce qu'il n'a pas les moyens d'en acheter un mieux, ça passe pas. Le problème, c'est qu'il y a deux visions de l'écologie. Vous avez une vision très théorique qui est du côté de la régression un petit peu, on appelle ça la décroissance, et qui milite pour dire on peut se passer de voitures. On n'est plus obligé d'entretenir les routes. C'est has-been. Ça existe, on l'entend ça. Hein. Et puis il y a une autre vision. Moi, c'est une écologie un petit peu plus moderne qu'on essaie de pousser. Moi, je pense que la vraie écologie, c'est d'imaginer l'avenir avec la recherche et le développement. Quand on prend une voiture d'il y a 40 ans et qu'on prend un véhicule d'aujourd'hui, c'est plus le même. Les émissions polluantes ne sont plus les mêmes. Il y a peut-être des triches, ok. Est-ce que c'est pour autant que les véhicules se polluent de plus en plus? Non, ils polluent de moins en moins. Tout va mieux. Tout va mieux parce qu'on a investi dans la recherche et développement. On prend les routes. Moi, quand je suis arrivé il y a 3 ans, délégué général de 40 millions d'automobilistes, pour moi, une route, c'était du goudron. C'est tout. Et puis alors, j'ai appris des choses depuis quand même. Hein. Et j'ai appris qu'il existait même des routes qui permettaient de faire économiser de l'énergie parce qu'elle avait un meilleur rendement, elle offrait un meilleur rendement. Je me suis dit, tiens, c'est quand même incroyable, ça existe ça. On peut faire aussi de la recherche et développement dans la route. Là, j'entends parler de routes solaires. Je me dis, tiens, c'est quand même extraordinaire. Est-ce que l'avenir, parce qu'on a un vrai problème de stockage de l'énergie, est-ce que l'avenir, c'est pas tout simplement d'avoir l'énergie sous nos roues, sous nos pieds, quoi? Peut-être ça l'avenir. À l'heure où on se pose la question du carburant de demain, est-ce que l'avenir, ça ne serait pas plutôt la connectivité avec la route? Je vais voler l'expression de quelqu'un que je connais bien. La route, c'est le premier réseau social de France. Mes amitiés à Pascal Tébibel. La route, c'est le premier réseau social de France. On est tous dessus. À la base, la première chose qu'on a construit pour relier les gens, pour relier les Français, pour relier tous les habitants du monde, c'est des routes. On parle de routes du ciel. On parle de routes maritimes. Mais sauf que quand il faut marcher ou qu'il faut rouler, on a besoin de routes. Alors oui, les Français seront de plus en plus urbains, c'est vrai. Mais ils vont partir aussi de plus en plus en campagne, à la montagne, en vacances. On se déplace de plus en plus. On veut des déplacements. On a besoin de ça. On ne veut pas rester enfermé dans nos villes. On veut être proche de notre domicile, travail,
on veut que ça aille vite, on veut gagner du temps, mais on veut se ressourcer. Et pour ça, ce sera toujours la route. Systématiquement la route. Alors sur l'écologie, en ce moment, ça ne vous a pas échappé, avoir une voiture, c'est pas très politiquement correct. Hein. Il vaut mieux faire profil bas et dire, moi, je me suis passé de voiture. Ça fait très bien. Ça fait très écolo, on est dans l'air du temps. Mais ce n'est pas la vie des gens. Et je crois que la première question qu'on doit se poser, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit responsable associatif, qu'on soit responsable politique, c'est de comprendre ce que c'est la vie des gens au quotidien. C'est dommage parce que je ne sais pas s'il y a des journalistes, mais c'est la première chose qu'on apprend dans les écoles de journalisme. On vous dit la radio, la presse, la télévision doit être le reflet de la vie des gens. Quand je regarde la télé aujourd'hui, ce n'est pas le reflet de la vie des gens. Quand j'écoute la radio aujourd'hui, ce n'est pas le reflet de la vie des gens. Et quand je lis la presse non plus, j'ai l'impression qu'on est à côté de la plaque, qu'on ne répond pas aux véritables enjeux. Ce que veulent les automobilistes aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Quand on envoie un mail de diffusion, on a 1,5 million d'inscrits dans notre base liste, et qu'on envoie un fichier sur attention, il y a des nouvelles routes qui arrivent, des routes qui permettent de faire moins de bruit avec les véhicules, des routes. Le taux d'ouverture de ces mails est énorme. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Quand vous parlez à l'usager de l'état des routes, ça l'intéresse. Pourquoi on n'en parle pas? Je ne comprends pas. Quand j'ouvre mon journal, je ne vois pas ça. C'est quand la une du Parisien aujourd'hui en France, pages 2 et 3, sur l'avenir des routes? Qu'est-ce qui va se passer sur la route? Bon, alors je vais vous répondre aussi, c'est peut-être pour bientôt. Mais il va falloir, au bout d'un moment, revenir dans la vie des gens. Ça va être le plus important. À nous, association 40 millions d'automobilistes, d'essayer de fédérer au maximum. Alors, il y a autant d'usages d'automobiles qu'il y a d'automobilistes dans cette pièce. On a tous un usage différent de l'automobile. Pour certains, c'est un moyen, pour d'autres, c'est une passion. Vous avez des gens qui vont faire un tour de périphérique pour se calmer le soir, ça existe aussi. Mais c'est important. On a besoin de ça. Est-ce que vous sentez une évolution vers l'usage, comme l'évoquait Pascal tout à l'heure? C'est-à-dire qu'on quitte un petit peu l'image que l'on a de l'automobile pour entrer dans un besoin de mobilité. Et je rejoins tout à fait la séparation entre le côté déplacement pour le travail, le déplacement au quotidien et le déplacement loisir, qui lui reste un déplacement qu'on a plutôt tendance à pousser de manière un petit peu plus individuelle, ou en tout cas en famille. Est-ce que ce côté usage est en train de prendre le pas? Est-ce que vous le sentez, vous, auprès de vos adhérents? Pour qu'il y ait une notion de passion, il faut qu'on soit sur quelque chose d'élitiste et de très peu démocratisé. La passion, c'est quelque chose souvent c'est une niche. On est passionné on est passionné de timbres. On n'en trouve pas à tous les coins de rue, des gens qui possèdent des timbres. Donc la passion automobile se perd au fur et à mesure qu'elle se démocratise. C'est pour ça qu'on a d'un côté un peu cette chose qui est assez extraordinaire, d'un côté moins de passionnés auto, mais de plus en plus d'automobilistes. Il y a de plus en plus d'automobilistes. On nous donne toujours ce chiffre sur le nombre de kilomètres parcourus qui sera à la baisse. Ben oui, mais on a de plus en plus de véhicules par foyer aussi. Donc forcément, quand vous aviez qu'un seul véhicule familial et qu'on faisait 20 000 km par an et qu'on passe à 12 000 km, mais qu'on a 3 véhicules dans la famille, on a parcouru plus de kilomètres. Ce qu'il faut regarder, c'est que l'usage de l'automobile progresse, c'est normal, c'est le seul moyen de transport qui nous permet de nous rendre du point A au point B à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, sans se poser de questions. C'est le seul usage, sans contrainte. On met le contact, elle nous attend devant chez nous, elle est fidèle, et elle nous amènera, si tout va bien, à notre destination. Et en principe, ça se passe bien. L'avenir de l'automobile, c'est l'automobile. Mais c'est l'automobile différente. Alors oui, elle polluera moins, elle pollue déjà moins. Elle polluera encore moins. Oui, elle a besoin... moi, j'entends parler de voitures autonomes. Bon, je vais la ressortir. La voiture autonome, je l'ai testée aussi. J'en ai testé une très jolie. Cette voiture autonome, c'est quand même une impression bizarre hein, pour nous on est habitué à tenir un volant et puis à côté de moi on me disait mais c'est bon, vous pouvez lâcher le volant, vous allez voir, elle roule toute seule. Bon gré mal gré, j'ai lâché le volant. Je me suis dit bon allez, je vais le faire. Et au moment où j'ai lâché le volant, j'ai pas eu de chance.
Vous savez tous, les voitures autonomes sont truffées de capteurs partout, mais dans le modèle que j'ai utilisé, c'était vraiment la caméra qui prenait l'ascendant sur le reste. Et il n'y avait pas de marquage au sol. À ce moment-là, il était effacé, on était dans un virage. Mais ma voiture autonome, elle est partie tout droit. Donc je l'ai pliée. Voilà. Je roulais pas vite, j'étais à 20-30 km/h, mais donc l'avant gauche du véhicule a été un peu froissé. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, le véhicule autonome, c'est bien, c'est sans doute l'avenir. Ça fera partie de notre avenir. Mais je crois que pour faire circuler une voiture autonome, vous avez besoin d'un green de golf. Il faut que ce soit absolument parfait, entretenu, vraiment. Et quand je regarde l'état des routes en France, je me dis qu'en ce moment, on est plutôt dans le cas d'un parcours de mini-golf, d'une auberge de jeunesse des années 80 qui n'aurait pas été entretenu. C'est un petit peu ça. Et on va avoir besoin de monter le niveau de nos infrastructures routières et d'investir dans l'entretien des routes parce que ce sera le passage obligé pour l'évolution de l'automobile. On ne peut plus penser l'automobile sans penser ce qu'il y a en dessous. L'automobile, elle va rester, elle sera là, ça sera peut-être des bus, ça sera peut-être des voitures autonomes, elles vont venir progressivement. C'est sûr et certain. Je ne sais pas dans combien de temps, mais c'est sûr et certain. Mais sans un revêtement de qualité, on n'aura jamais la possibilité de faire circuler ces véhicules et ça restera juste de l'utopie. Et moi, j'aime pas vivre en utopie, j'aime bien vivre dans un monde réel. Alors sur la pollution, tout le monde fait le boulot, que ce soit les grands groupes de route, que ce soit les constructeurs automobiles, que ce soit même les automobilistes, parce qu'ils veulent consommer moins. Tout le monde fait le boulot pour émettre moins de polluants. Par contre, j'aimerais bien, encore une fois, je ne veux pas être politiquement correct, j'en ai marre, je me fais beaucoup d'ennemis, mais tant pis. J'aimerais bien que les politiques, au bout d'un moment, arrêtent de culpabiliser les entreprises, les usagers, et prennent leurs responsabilités pour admettre que l'état des routes en France se dégrade et que ça participe pas du tout à un monde un petit peu plus vert. Voilà. La vraie écologie, c'est de penser l'avenir. Et si on veut des véhicules autonomes qui polluent moins, il serait bon de regarder un petit peu sous nos roues et de balayer un petit peu nos routes. Que voilà. Les gestionnaires de réseau vous entendent. Pascal Huot et Jean-Luc Gauthier, hier, il y a une grande annonce qui a été faite sur une route solaire, Wattway. Donc, Jean-Luc, vous êtes l'inventeur de ce procédé. Est-ce que c'est où en est-on déjà aujourd'hui et puis comment ça fonctionne? Bien, bonjour à toutes et à tous. En fait, ce projet de route solaire remonte à une dizaine d'années quand nous nous sommes posé la question de savoir quelles fonctions supplémentaires on pourrait greffer sur la chaussée. La chaussée, c'est des millions de kilomètres qui permettent aux personnes et aux marchandises de se déplacer d'un point A à un point B, mais c'est aussi des surfaces qui sont disponibles la majorité du temps. C'était notre intuition à l'époque, on l'a vérifié depuis par quelques calculs. En fait, si on rapporte la surface d'une chaussée couverte par des véhicules en tenant compte des flux, en tenant compte des interdistances, des dimensions des véhicules, à la surface totale disponible, on s'aperçoit qu'en fait, cette surface couverte, elle représente au grand maximum une dizaine de pourcents. Ce qui veut dire qu'en contrepartie, pendant plus de 90% du temps, la chaussée regarde le ciel. Et parmi donc ces fonctions que nous voulions greffer à la surface d'une chaussée, s'est posée immédiatement cette question de la possibilité de récupération d'une énergie, la récupération d'énergie. Nous avons pendant quelques années testé différentes technologies à base de fluides, à base de capteurs thermoélectriques, de capteurs piézoélectriques entre autres. Et puis la seule voie qui nous a semblé viable d'un point de vue technologique et économique, c'était la technologie photovoltaïque en partant de l'idée d'insérer des cellules photovoltaïques à la surface d'une chaussée. Bon, une fois qu'on avait dit ça, on n'avait pas beaucoup avancé, si ce n'est qu'on passait pour des doux rêveurs, être capable de rendre compatible le passage de charges lourdes de type essieu de poids lourd à 13 tonnes sur des cellules qui font une centaine de microns d'épaisseur et qui sont fragiles comme du verre. En 2010, on a réalisé une première maquette
que j'ai appelé maquette à casser, qui nous a surtout permis de lister tous les problèmes auxquels nous serions confrontés. Quel type de matériau choisir, comment l'insérer dans la chaussée, comment connecter les cellules, comment surtout assurer la compatibilité avec la chaussée. J'ai parlé de la résistance mécanique, mais aussi la question de l'adhérence des véhicules. Il faut que même en circulant sur une cellule, le véhicule ou le piéton soit capable de conserver cette adhérence qui fait sa sécurité. Donc nous avions des pages et des pages de questions sans l'ombre d'une réponse. À partir de 2011, en fait, nous nous sommes rapprochés des équipes de l'Institut national de l'énergie solaire, basé à Chambéry, et de notre dialogue et de notre complémentarité est vite apparu des pistes de réponse. Nous ne partions pas de rien dans le domaine du photovoltaïque, puisque une de nos filiales, SMAC, avait déjà acquis des compétences en termes de collage de panneaux en silicium amorphe, donc des panneaux souples sur des membranes bitumineuses pour faire de l'étanchéité de toiture. Et donc, c'est ces panneaux en silicium amorphe souple que nous avons commencé par coller sur une route qu'on a appelée route Martyr dans l'enceinte de l'INES à Chambéry. Et puis, on a regardé ce qui se passait. On a commencé par marcher dessus. Après, on a fait circuler un véhicule à basse vitesse. On a augmenté petit à petit la vitesse. Après, on a fait des essais de freinage. Et puis, au fur et à mesure, on s'apercevait qu'il n'y avait pas de dégradation significative des performances de ces panneaux. On a ensuite sali les panneaux. On a mis des cailloux dessus pour regarder comment les cellules risquaient de se détériorer sous l'effet du poinçonnement. Et là encore, on n'avait pas de dégradation sensible. Ça nous a permis de nous engager dans une deuxième voie qui a été cette fois-ci la question de la texturation de la face avant. Les panneaux classiques, c'est une face à base de revêtement téflonné. Ça devient une patinoire avec la moindre goutte de pluie. Donc il y a une grosse partie de nos travaux dans les années 2012-2013 a porté sur la mise au point d'un revêtement qui permettrait de garantir ses qualités d'adhérence, tout en assurant bien sûr le passage des photons pour aller jusqu'à la surface des cellules. Et après différents tests, nous avons mis au point un revêtement à base de résine transparente et de grains de verre recyclés qui nous permet de garantir une adhérence comparable à celle d'un revêtement en enrobé classique. Donc ça aboutit à un premier démonstrateur à l'été 2013 qui nous a permis de valider en grandeur réelle nos idées. Par contre, le problème auquel nous avons été confrontés par la suite, c'est la disponibilité de ces matériaux souples. En effet, les années qui viennent de s'écouler ont vu un bouleversement du marché du photovoltaïque avec l'arrivée de matériaux en silicium cristallin à bas coût, notamment en provenance de Chine, qui ont complètement mis à mal l'industrie des panneaux souples, que ce soit le silicium amorphe ou les autres technologies. Et donc, il a fallu, en fait, pour garantir la pérennité de nos approvisionnements en cellules, remettre à plat notre projet fin 2013. Et nous sommes partis cette fois-ci sur un concept de cellules en silicium cristallin, polycristallin en l'occurrence, sauf que, comme je disais tout à l'heure, là on rentrait de plein pied dans les questions de tenue mécanique avec ces matériaux extrêmement fragiles. Et donc tout le travail de nos équipes conjointes Colas et Ines a consisté à mettre au point une nouvelle structure de panneaux avec un certain nombre de couches de polymères et de résines diverses qui font l'objet d'un certain nombre de brevets conjoints Colas-Ines pour aboutir à une dalle qui inclut ces cellules et qui soit compatible avec les contraintes que j'ai mentionnées précédemment. Et donc nous avons ensuite la possibilité de coller ces dalles à la surface d'une chaussée existante, ce qui nous distingue d'un certain nombre d'autres projets dont vous avez peut-être entendu parler de chaussées photovoltaïques. Le concept que nous avons développé nous permet en fait de nous insérer sur des chaussées existantes, moyennant un certain nombre de précautions sur la qualité du support, mais on ne nécessite pas de reconstruire complètement une chaussée. Le démonstrateur de 2014 avait une connectique déportée dans des petits caniveaux latéraux. Ensuite, en 2015,
2015, il y a quelques mois, nous avons réalisé un nouveau démonstrateur avec cette fois-ci la connectique insérée en sous-face, qui n'a pas non plus été un mince problème à résoudre, mais qui nous permet cette fois-ci d'avoir un revêtement qui a l'aspect de pavé et totalement intégré à la surface de la chaussée, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Voilà. Donc, je dirais, avec cette technologie, nous avons maintenant la capacité de produire de l'énergie à partir d'une chaussée classique, que ce soit une route, une piste cyclable, une place, un trottoir. Maintenant, je dirais, libre à nous de trouver au cours des mois qui viennent toutes les applications, toutes les utilisations possibles de cette énergie produite. Merci Jean-Luc, et puis félicitations pour en arriver là aujourd'hui. Félicitations aussi pour la manière de raconter l'histoire dans le délai imparti, et je tiens à féliciter les traducteurs que je vois au fond, parce que c'est pas toujours facile de traduire des choses que l'on vit personnellement, et donc j'en profite pour les remercier. Pascal Duhaut, il a mis au point un produit fantastique. Vous n'allez pas lui casser, vous allez le booster maintenant, ce produit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le casser, c'est pas possible, on s'est aperçu. On s'est aperçu que c'était impossible de le casser, enfin j'exagère un peu. On a essayé ce dispositif, cette technologie à 1 million de passages de roues avec succès. On n'a pas constaté de désordre mécanique. Donc j'ai une chance extraordinaire, c'est d'avoir embarqué sur ce projet et de participer à ma modeste mesure à son développement. Mais ça produit vraiment d'énergie? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Absolument, ça produit de l'énergie comme un module photovoltaïque traditionnel, à ceci près que quand même, compte tenu de son inclinaison par rapport à l'axe du soleil, on perd quelques pourcents là-dessus, et aussi sur sa face texturée qui permet l'adhérence. Voilà. À ceci près, on produit comme un panneau photovoltaïque traditionnel. Et ça fait quoi? Je sais pas, j'ai entendu dire, on voit quelques articles de presse fleurir ce matin, qu'avec 1000 mètres, on alimente une ville en éclairage? Absolument, ce sont des calculs théoriques, ça dépendra des villes, bien sûr. À Nice ou à Lille, on n'a pas les mêmes rendements. On sera peut-être à 800 mètres ou à 1200 mètres. Il faut savoir qu'à Nice, c'est l'endroit de France où on peut produire le plus d'énergie, mais nous avons fait nos calculs avec la ville de Lyon, qui est dans une moyenne d'ensoleillement français. Et l'emplacement de la technologie est un facteur de succès très important. Par exemple, parce qu'à Athènes, on produirait 30% de plus qu'à Nice. Vous voyez que chaque emplacement peut avoir une influence très très forte sur la productivité du module photovoltaïque. D'accord, donc on peut l'installer partout. Vous avez des domaines d'emploi privilégiés pour utiliser ce type de procédé? Alors, comme toutes les technologies, elle est plutôt adaptée à tel type d'emploi ou à tel autre. Nous, ce qui est certain, c'est compte tenu de l'emploi des surfaces et du foncier existant, on va plutôt s'adapter à la production d'électricité locale, dans des endroits où le foncier est rare et cher, où on tient à préserver un environnement particulier. Alors, je pense à des villes comme Monaco, mais aussi à des lieux comme la côte Méditerranée, ou les endroits isolés, tout à fait à part, qui auraient besoin d'infrastructures de production locale d'énergie. Dans le monde, toutes les problématiques ne sont pas les mêmes. En Chine, en Inde, en Afrique, en France, le développement fait qu'on a besoin d'électricité. Alors en Afrique, on va faire comme le prévoit Bolloré par exemple, des productions locales d'électricité avec du stockage. En Inde, il y a une recherche de résorption de la misère énergétique et le gouvernement indien a décidé de résoudre ce problème et d'installer beaucoup de systèmes de production énergétique locale, notamment du photovoltaïque. Donc notre technologie, elle a l'avantage d'arriver, de ne pas manger des espaces agricoles ou ruraux et de pouvoir produire de l'électricité. Je donnerai qu'un seul exemple. On vient de construire une grande centrale photovoltaïque tout près de Bordeaux. Elle prend quand même 350 hectares pour produire l'électricité domestique du centre-ville et non pas de la périphérie. Si on voulait produire demain la totalité de l'électricité de l'agglomération, il faudrait probablement multiplier par 3 ou 4 ces espaces, ce qui rendrait la région tout à fait différente, on va dire. Et notre technologie s'affranchit de ces problématiques.
Ok, donc on sent venir le véhicule électrique qui va obligatoirement demander un besoin énergétique supplémentaire par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Ça peut être un élément de réponse, c'est-à-dire que la route pourrait produire pour la route, pour la mobilité. Disons que le fait de pouvoir la poser sur l'infrastructure routière permettrait effectivement, avec un espèce de système de hub, de recouvrir les routes de panneaux photovoltaïques et de temps en temps, bien sûr, de faire la capacité à recharger des systèmes par induction dynamique. Mais ça reste de l'ordre d'un futur proche. Ben voilà une belle bouffée d'oxygène pour le futur. Si je résume un peu, on voit des véhicules qui ont beaucoup évolué dans le temps et qui vont encore évoluer en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de particules, notamment du fait de la modernisation et du rajeunissement du parc automobile. Le transport public par la route de plus en plus fréquent, un chiffre sur la région parisienne, on est à 1,1 voyageurs par voiture. Il est clair que si on arrive à passer à 2, voire 3 personnes par véhicule, on aura une évolution énorme en termes de fluidité de trafic. Et donc la route comme un moyen de transporter collectivement les usagers est quand même une évolution qui sera fort intéressante. Modifie bien sûr l'évolution de l'usage par rapport à l'ouvrage et puis la Smart Mobility qui va nous permettre là aussi de pouvoir améliorer cette fluidité et de la rendre un peu plus propre. Ce que je vous propose, c'est de passer à des questions si vous en avez et puis après on a un petit film sur cette route solaire, vous allez voir, il est assez magnifique. Et enfin, en tout cas, nous, on le trouve comme tel. Et il a eu un prix du jury. Donc, mais d'ici là, avez-vous quelques questions à poser? Vous me le prenez? Celui-là? Bonjour. Je voudrais savoir si la chaussée recouverte de wetway garde ses fonctions habituelles, par exemple anti-bruit, drainant, etc. Le revêtement que nous avons mis au point pour la face avant qui couvre les panneaux est en fait un revêtement avec une très très faible granularité. Donc ça va tout à fait dans le sens des travaux que nous avons pu mener dans le passé sur la réduction des émissions de bruit. Par contre, la chaussée, elle, la surface du panneau est étanche, bien évidemment, pour protéger les cellules. Donc il n'y aura pas de fonction de type drainant, mais le drainant, c'est quand même une part assez limitée des revêtements en France. Par contre, les granulats de verre donnent une texture qui permet l'écoulement superficiel comme sur un enrobé classique. Merci. Sam Cohen, chargé de mission énergie renouvelable à l'EMBRI de Marseille. Est-ce que vous l'avez testé en conditions réelles, cette route solaire? Parce que sur une route, il y a beaucoup de voitures qui circulent, donc il y a beaucoup d'ombre. Il y a des aires d'alignement quand on est dans une ville. Donc la production, après, elle risque d'être moindre que théoriquement. Et en fait, nous avons pour l'instant implanté 2 démonstrateurs, un à Chambéry dans l'enceinte de l'Institut national d'énergie solaire et un dans le cadre de notre centre de recherche sur des voies qui mènent à des parkings, donc avec une forte circulation de véhicules. Bien évidemment, le passage d'un véhicule crée un ombrage temporaire, mais dans les questions de connectique que j'ai mentionnées tout à l'heure, nous avons en particulier une carte électronique qui assure une protection du panneau du point de vue sécurité, mais aussi un pilotage pour minimiser les effets de ces ombrages, avec en fait ce qu'on appelle des diodes bypass qui permettent de faire en sorte qu'une ombre temporaire sur une partie d'un panneau ne mette pas à plat la totalité de la production du panneau. Et donc ça nous permet de modérer les effets, l'impact des ombrages sur les véhicules. Et c'est pour ça, ça fait partie des critères qui font que le rendement de nos panneaux à plat est un petit peu inférieur à celui des mêmes cellules qui seraient posées sur des modules de toiture, mais c'est intégré dans nos calculs. Et vous avez une idée du coût d'installation sur une route? Là, il me repasse le panneau, le micro.
Alors au point où nous en sommes, nous n'avons pas encore industrialisé. Nous avons une idée du coût auquel nous allons proposer cette technologie qui tourne autour de 900 € du mètre carré. Alors, il s'agit bien de modules prototypes que nous allons commercialiser, qui ne sont pas le reflet du coût à l'avenir que nous aurons. Nous sommes en train de discuter avec des industriels, mais c'est l'industrie du photovoltaïque est un peu perturbée dans le monde et en France. Un des fabricants français, un des derniers, est en redressement judiciaire, donc ça complexifie quelquefois les négociations. Ok. Juste pour information, on a un petit échantillon d'ailleurs qui est sur le stand Bouygues. Il est là, mais également sur le stand Bouygues. Donc si vous voulez des informations complémentaires sur le sujet, n'hésitez pas, il y a toute une équipe qui pourra répondre à vos questions. Ce que je vous propose, c'est de vous passer le petit film avec un bon petit coup de son pour... À l'heure de la transition énergétique, imaginez une route capable de capter l'énergie solaire et de produire l'électricité dont nous avons tant besoin. Après 5 années de recherche en partenariat avec l'Institut national de l'énergie solaire, Colas, leader mondial de la route, présente Wattway, le premier revêtement routier photovoltaïque au monde. Wattway fournit localement une énergie propre et renouvelable. Ces panneaux s'installent directement sur les routes existantes et permettent la circulation de tout type de véhicules. Wattway alimente en électricité l'éclairage public, le mobilier urbain, les bâtiments, mais aussi les commerces et les entreprises. Enfin, Wattway offre une solution aux zones isolées non raccordées au réseau électrique. Il y a tant d'applications à imaginer ensemble. Wattway. Faisons de la route l'énergie de demain.